Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Ça fait un moment que j'avais pas fait d'épisode avec l'interview d'une personnalité de la kinésithérapie et je suis vraiment très heureux de vous retrouver, surtout dans cette période de confinement qui est vraiment particulière pour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous recevons Laurent Fabre, qui est un ostéopathe, et j'ai pris énormément de plaisir à discuter avec lui pendant ces 50 minutes. J'espère que vous allez profiter de cette discussion et que vous en tirerez que des choses positives. Comme d'habitude, si vous souhaitez accéder à d'autres contenus, d'autres interviews, des cours gratuits, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.gem-k.com. La rubrique blog est disponible. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast, podcast qui est un petit peu particulier puisqu'il est enregistré dans le cadre du confinement et du coup on en profite pour avancer ces projets-là. Ça faisait très longtemps que je voulais proposer cette interview à la personne qui a gentiment accepté aujourd'hui, donc bonjour Laurent. Salut Mathieu. Bienvenue dans ce podcast et aujourd'hui... si vous connaissez un petit peu Laurent, vous aurez compris que ça va tourner autour... Alors, ça va pas tourner autour de la question de la douleur, mais autour de la question de l'ostéopathie. Juste rapidement pour me représenter, donc je m'appelle Mathieu Loubière, je suis co-gérant d'une société de formation qui s'appelle GMK, ce qui fait un beau conflit d'intérêts avec ce podcast qui est hébergé. Ce qui nous intéresse dans ce podcast de GMK, dans cette session-là, c'est justement d'interroger des personnes sur des thèmes différents, avec des profils singuliers, en essayant de privilégier la diversité. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est très très intéressant. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir discuter avec Laurent, qui, s'il veut bien, va se présenter. Donc qui es-tu, Laurent ? Alors moi je suis ostéopathe. Voilà. Essentiellement une pratique libérale à la majeure partie de mon temps, 70% de mon temps, de travail, parce que je réserve beaucoup de temps à d'autres activités que le travail. Notamment, je fais pas mal d'activités nautiques puisque j'habite sur un bateau. Donc la partie boulot, c'est mon cabinet représente plus de 50%, et puis j'ai une petite partie de lecture d'articles, d'enseignement et quelques activités de recherche, sans être académique. Je suis pas universitaire, donc voilà. Voilà qui je suis. Et il me semble que tu m'avais demandé de parler de conflits d'intérêts aussi, c'est ça? Alors éventuellement, on pourra y revenir après, mais si tu as des conflits d'intérêts à déclarer avant de démarrer. Alors bah oui, puisque alors je donne pas l'adresse de mon cabinet, donc on va pas dire que c'est un conflit d'intérêts. Comme je dis, j'enseigne, donc j'ai des conflits d'intérêts. J'enseigne pour des organismes de formation post-grade, essentiellement, notamment le CFPCO, sur lequel on me retrouve via le blog et via l'e-learning. Recherche et pratique, c'est quelque chose qu'on a monté avec 3 copains où on enseigne comment intégrer le modèle biopsychosocial aux thérapeutes manuels. D'accord. Et puis après, je sais pas, membre de l'IASP, membre de la SFETD, je sais pas si c'est des conflits d'intérêts ou pas. Alors moi, par exemple, je suis membre de l'OMT France, souvent je le dis, même si je touche pas d'argent, mais on va dire au niveau des appétences idéologiques, je suis assez d'accord avec eux. Donc est-ce qu'on peut parler de conflit d'intérêts, au moins intellectuel peut-être ? Voilà, bon. Sinon, voilà. Et puis après, je donne de manière épisodique des cours en pré-grade. Okay. Dans des centres de formation continue en ostéopathie. Des centres de formation, pardon, pas continue, pré-grade, quoi. Formation initiale, c'est ça. Ok. Donc si je t'écoute, j'ai l'impression que tu as une prédilection dans ta pratique. Donc tu as parlé de ton e-learning qui traite de la douleur, ça je ne sais pas si tu as précisé, qui est un excellent e-learning. Alors moi j'invite les gens à aller le voir. Hyper complet. Ça a l'air d'être un gros morceau. Et mise à jour en plus régulièrement, si j'ai bien tout suivi. J'essaye de... là, comme c'est le confinement, j'essaye de mettre à jour.
comme ça change. Puis j'espère que je dirai des choses différentes encore. Je change en fait. Quand j'entends des trucs et que je vois que ça change, j'essaie de changer au fur et à mesure. Ouais, je pense que c'est plutôt une bonne dynamique, à mon avis. Et du coup, tu enseignes tes cours en post-gradué, c'est essentiellement pour, quand tu dis thérapeute manuel, c'est pour quel que soit on va dire l'horizon. Oui, oui, thérapeute manuel. J'enseigne. Alors, c'est plus les ostéopathes puisque je suis ostéopathe, mais certains centres de kiné me demandent de faire mes interventions sur la prise en charge des douleurs neuropathiques. Parce que c'est mon dada en fait. Mon dada, c'est tout ce qui tourne autour des douleurs nerveuses ou du système nerveux périphérique. Avec ou pas altération de la fonction. Il n'y a pas de terme en français en fait. En anglais, ils disent nerve related disorders, mais on n'a pas de traduction en français pour ça en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut connecter ça à toutes les formations en neurodynamique ou c'est rien à voir? Oui, on peut. La neurodynamique, c'est une façon de voir les choses. Ça dépend en plus de quelle neurodynamique on parle, mais ça pourrait être. Mais tu vois, par exemple, le MDT, ils prennent aussi en compte tout ce qui est nerve related disorders. Donc voilà, moi j'ai piqué à tout le monde et non, c'est quand il y a de la mécanosensitivité ou pas, quand il y a de la douleur neuropathique ou pas, quand il y a une perte ou un gain de fonction sur le système nerveux. Okay. Et après, c'est comment le système musculo-squelettique intervient ou non sur ces problématiques. Mais ça pourrait très bien se traduire par neurodynamique, mais je suis pas fan du courant neurodynamique mécaniste et biomécaniste et biomédical en vogue. Voilà. Pour ne pas dire de nom du tout. Ok. Ok. Ça pourrait faire le sujet d'un autre podcast. Enfin bon. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, à Laurent Fabre, le 21 avril à 15h48? Ça a été quoi ton parcours, tes formations, tout ça? D'accord, parce que pour en arriver le 21 avril, là, à cette heure-là, il s'est passé plein de choses dans ma vie quand même. Au niveau de ton parcours professionnel. Ok, donc mon parcours professionnel, il a commencé. Je vais commencer quand? Je vais commencer quand je suis fils de militaire, donc j'étais prédit à devenir médecin des armées. Bon, il s'est avéré que je faisais beaucoup d'autres choses quand j'étais jeune, autre que travailler. Donc j'ai échoué médecine. Et je suis tombé par hasard sur un programme de P1 d'une école d'ostéopathie à Paris. Et j'ai terminé vraiment par hasard, en fait, dans une école d'ostéo, parce que le programme ressemblait beaucoup au programme de médecine que j'avais fait, que j'adorais l'anatomie quand j'étais en médecine, donc j'étais plutôt bon. Et je voyais qu'ils avaient vraiment plein de trucs, plein de neuro, plein de physio, plein d'anat. Et donc je me suis dit, c'est bizarre, ils font c'est des charlatans. Parce qu'à l'époque, nous, en cours de P1 de médecine, on disait que les ostéopathes étaient des charlatans. Et donc, j'ai été intéressé de savoir, je comprenais pas comment des charlatans avaient le même programme de médecine que moi j'avais. Il s'avère que c'était plutôt une bonne école. J'ai discuté avec un directeur d'école qui était assez convaincu et convaincant. Et du coup, je suis rentré dans une école d'ostéo temps plein. Voilà. C'est quelle école? C'était le CESO à Paris. Et donc, j'ai eu un coup de bol parce que c'était vraiment une très bonne école, surtout pour l'époque, à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de monde. Et donc voilà, et puis j'ai fait des études d'ostéo avec du bien et du moins bien dans les études. Et puis j'ai commencé à bosser en 2002. Et puis en 2003, quand j'ai été diplômé, parce que c'était des écoles privées, donc on nous m'avait dit 5 ans et puis finalement on m'a dit 6, mais comme on m'avait diplômé en 5 ans, j'ai travaillé sous le manteau pendant 1 an avant d'avoir mon diplôme. Et puis au bout d'un an, j'ai voulu tout arrêter parce que je comprenais pas ce que je faisais. Je manipulais des gens, ils allaient mieux, alors que j'avais l'impression d'avoir tout foiré. Je manipulais des gens, j'avais l'impression de vraiment bien manipuler, ils allaient pas mieux. Je trouvais des blocages dans leur corps et quand ils revenaient, ils avaient plus mal, mais je trouvais toujours le même blocage. Enfin bref, ça allait pas trop dans ma tête. Et donc du coup, j'ai appelé un pote et j'ai dit on fait du pipeau. Il m'a dit, c'est mon pote Jean-Pierre, qui était mon ange gardien à l'époque. Il m'a dit, écoute, c'est normal, on fait du pipeau, mais ça marche. Et le patient cervicalgique du lundi matin aigu, si tu le vois pas le lundi matin, probablement qu'il va rentrer dans un cercle infernal de radio, de machin, de ceci.
Donc il était déjà visionnaire à l'époque, mon pote. Et tu vas peut-être lui sauver sa vie parce que avec les manips, ça va lui faire du bien et ça va le relâcher, ça va le soulager. Et il continuera, il sera pas en arrêt de travail. Voilà. Et donc du coup, ça m'a fait repenser plein de trucs. Puis en parallèle, j'ai un parcours professionnel qui, comme ça me plaisait pas toutes les incohérences dans mon parcours, je me suis un peu dirigé vers la fac. J'ai passé l'ancien CES d'anatomie des Saints-Pères, qui est le diplôme universitaire d'anatomie, qui est un diplôme qui permet d'enseigner l'anatomie et la dissection. Et donc, du coup, je me suis formé là. Après, on m'a demandé d'enseigner l'anat et la dissection, du coup, dans mon ancienne école. Et puis, de fil en aiguille, mon école est devenue très EBP et produisait des outils, produisait des articles au niveau de journaux référencés. Et donc, il y a Raphaël Zegara-Parodi, qui était le directeur de la recherche à l'époque, qui a énormément fait avancer la recherche en ostéo en France. Et donc, du coup, j'ai été un peu baigné là-dedans. Et puis, je suis même devenu conseiller pédagogique de l'école. Après, j'ai arrêté pour des raisons perso. Voilà. Et mon domaine de prédilection, c'était la nat et plus particulièrement la neuronat. Et donc, j'adorais la neuro. Et début des années 2000, vers 2003-2004, je crois, quand Butler a sorti son bouquin, je suis tombé sur Explain Pain. J'avais déjà lu ces bouquins de Sensitization of the Nervous System. Et puis, je suis tombé dans la neurophysio. J'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie un gars qui s'appelle Philippe Moulart, en 2007. Ouais, en 2007. Moi, j'avais appris la neurodynamique sur les bouquins de Butler, justement. Et Philippe Moulart, c'était l'assistant de Bob Elvy, qui est celui qui a mis en évidence l'ULMT. Tu sais, le test de provocation du nerf médian. Et Bob Elvy, qui était universitaire à Perth, et Philippe Moulart a été son assistant pendant 40 ans. Et donc moi, j'ai fait un séminaire avec Philippe. Ça a complètement changé ma version de la prise en charge. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu son assistant. Et puis, au fur et à mesure, il m'a dit tu devrais aller voir Peter O'Sullivan, parce que Peter O'Sullivan vient de Perth, il connaissait Philippe. Philippe l'avait hébergé pendant son postdoc en Europe. Et du coup, je suis allé voir Peter O'Sullivan. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est là où j'en suis aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que voilà mon parcours à peu près. Et donc du coup, effectivement, je me suis spécialisé dans les douleurs complexes et tous les douleurs qui touchent aux problèmes de nerfs. Ok. Du coup, quand je t'entends, est-ce que tu pourrais, ça me fait une belle transition pour ce que j'avais prévu d'évoquer par la suite, est-ce que tu pourrais du coup me donner ta définition de l'ostéopathie? Ma définition, c'est compliqué, tout le monde donne sa définition, il n'y en a pas en fait, je pense. Moi, je vais prendre je vais en prendre une qui ressemble un peu à celle qui est donnée sur le site de l'UCO, qui est la fac d'ostéopathie à Londres, pour moi, c'est une thérapie manuelle déjà, de première intention, ça c'est important parce que ça change beaucoup, centrée sur la personne, voilà, et qui va permettre d'aider les patients à s'adapter, à faire au mieux en fonction des circonstances de leur vie qui changent, pour pouvoir mieux vivre. Voilà. Voilà ma définition de l'ostéopathie. C'est une belle définition, et si je peux me permettre, du coup, moi j'ai l'impression, alors juste pour rappeler, moi je t'ai rencontré il y a quelques années quand j'ai fait une formation au CFPCO. C'est une formation très structurelle avec Tayton, et du coup moi j'avais été frappé à l'époque parce que en fait tu sortais des standards de mon imagination, des stéréotypes que j'avais de l'ostéopathie, parce que moi je me suis formé, moi j'ai été ostéopathe. Je dis je l'ai été parce que ce que j'ai appris de l'ostéopathie, je ne la pratique pas aujourd'hui. J'ai fait dans une école qui était assez fonctionnelle. Et du coup, je me suis pas du tout retrouvé. Et du coup, quand je t'ai vu à l'époque, tu tranchais complètement avec l'image et peut-être les préjugés que j'avais. Et du coup, dans ma tête, je me disais, d'ailleurs, je me souviens même d'une conversation sur le terme OMT, tu vois. On n'avait pas la même traduction. Je sais pas si tu te souviens, toi, tu disais... Ostéopathique, mais pour moi, c'était orthopédique. C'est ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'on fait manuel, Exactement, ouais, c'est ça. Et j'avais l'impression du coup, dans ta définition, en fait, je trouve que ça se rapproche énormément de la définition que pour moi j'ai de
Alors, je vais me faire taper sur les doigts parce que le terme thérapie manuelle en France, tu sais, je pense que ça soulève pas mal de choses. Et du coup, ma question, c'était savoir si tu es d'accord avec ça et puis me donner ton avis sur. J'ai l'impression qu'en France, il y a plusieurs courants d'ostéopathie. En fait, il y a des praticiens et des praticiennes qui n'ont juste rien à voir dans les conceptions philosophiques. Est-ce que tu peux avoir ton regard et ton avis là-dessus? C'est un peu compliqué parce qu'en France, il y a pas de formation universitaire comme dans d'autres pays. Euh, et, euh, et en fonction des formations initiales, parce qu'il faut revenir à la formation initiale pour comprendre un peu les courants, il y a des formations initiales qui sont EBP et qui sont à jour au niveau des modèles et qui sont sur une analyse critique et qui réévaluent les modèles par rapport aux vieux modèles en fait. Mm. Et ça se voit pas qu'en France, hein, ça se voit un peu partout dans le monde. Mais dans les pays où la formation est académique, euh, les modèles sont plus souvent mis à jour et il y a de moins en moins de courants, on va dire, ésotériques. Et après, entre les modèles, les courants qui suivent l'évidence-based médecine et les courants qui suivent plutôt le côté ésotérique, il va y avoir un panel d'ostéo au milieu, en fait. Donc, je sais pas toi ce que tu avais pensé par différents courants, mais moi, en gros, les deux courants, puis il y a une gamme, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a ça s'étale en fait, parce qu'il y a même des gens qui sont un peu ésotériques, mais qui vont quand même se mettre un peu à jour des niveaux de pratique. Il y a je vais pas donner de nom mais il y a des très grands ostéos qui bossent dans des services hospitaliers, qui sont au fait de la recherche et qui sont super forts en neuro, en pédia, enfin dans leur domaine de voilà. Et en même temps, quand tu les entends au niveau des techniques, et ben ils vont faire des trucs qui sont un peu ésotériques. Mm. Donc en fait, c'est difficile de voir c'est vraiment du gris en fait. Il n'y a pas noir et blanc en fait dans le. Yeah. Comme peut-être en kiné aussi, hein, probablement. Bah, je pense que oui, il y a Donc voilà, les différents courants, je dirais qu'il y a un courant EBP et puis il y a un courant ésotérique et puis après il y a au milieu, il y a ceux qui font un peu au milieu. Voilà. Mm. Et est-ce que si je t'écoute, tu as dit que c'était pas universitaire. Est-ce que tu penses que ça vient de ce fait-là qu'il y ait autant de différences entre guillemets entre les ostéopathes français? Ouais, je suis sûr que c'est pour ça. La preuve en est, c'est les écoles ou la fac en Angleterre. Dans les écoles qui ont reçu le statut d'université et de faculté, et ben tu regardes leur niveau d'enseignement. Par exemple, ils font encore un peu de crânien, mais c'est relégué au terme de techniques historiques. Il y a beaucoup moins de toutes ces techniques ésotériques. Alors que dans les écoles qui ne sont pas à l'université, ils ont conservé des programmes de crânien très importants, enfin des programmes je vais dire crânien, je devrais pas dire crânien, mais toutes les techniques qui ne font pas, où il y a une absence de preuves, ou alors il y a des preuves que ça ne fonctionne pas, et ben ils les ont relégués au second rang en fait. Et ils mettent l'importance sur sur la communication, sur le modèle biopsychosocial et sur tout ça en fait. Ok, et du coup, comment t'expliques, tu n'as peut-être pas d'explication, mais pourquoi en France il y a eu ce développement dans les années 2000, enfin à partir de 2005, exponentiel de cette ostéopathie qui a été très diverse d'ailleurs dans si on t'écoute dans sa représentation au niveau des différents courants en fait et des différentes façons de faire, pourquoi ça a explosé comme ça selon toi? Je pense pas que ça a explosé. Ce qui a explosé, c'est que le nombre d'écoles a explosé. Hmm. Mais en fait, dans quasiment toutes les écoles, euh, à l'origine, il y avait très peu d'écoles. Et Ouais. il y avait, Ouais. moi, dans l'école d'où je viens, qui était une école qui est allée vers le BP, et où justement, en fait, il y a eu ce lissage. Il y a eu ce lissage. On était les premiers ostéopathes. Je me souviens avoir publié dans Kinésithérapie la revue pour dire que les lois de Frayette, fallait les oublier. Hmm. Parce que ça avait pas de, et on a montré pourquoi. Et donc, dans l'école d'où je viens, quand on enseignait, on avait viré les lois de Freire, on avait viré pas mal de trucs, on avait recalibré l'enseignement sur ce qui valait le coup d'être enseigné, ce qui valait pas le coup d'être enseigné. Et on était à l'époque peu d'écoles. Et puis et après, il y a eu en 2005-2007 pléthore d'études d'écoles. Et donc, en fait, je pense qu'il y a justement, il y a eu beaucoup d'écoles où ils ont enseigné tous les vieux trucs.
Et puis pour créer des écoles et ouvrir plein d'écoles, il faut demander à qui? Aux gens qui viennent juste de sortir d'école. Donc en fait, c'était des étudiants qui avaient appris juste de leurs profs et puis qui s'étaient pas forcément mis à jour. Et puis voilà, je pense que c'est plus la démultiplication des écoles plus que. Et donc du coup, quand tu as plus d'écoles, l'effet est plus grand en fait. Tu dois voir un effet parce qu'on est peu en fait d'ostéo, comme vous êtes peu de kinés à être BP, à être au courant de tout ce qui se passe en ce moment en fait. Moi, j'ai bossé dans un cabinet où le kiné qui était à côté de chez moi, c'était un salarié de la Sécu, c'était Madame Bourrin. Bon, on arrive au bout de vos 20 séances. Il mettait sa patiente sur le dos, il lui massait le dos et puis il joue au sudoku de l'autre main en ce moment, en même temps sur son iPhone, quoi. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est aussi dans notre profession, il y aura aussi beaucoup de choses à faire, je pense, pour changer les comportements. Et vous, probablement, vous avez beaucoup plus de centres de formation qui sont maintenant publics que privés. Alors que en France, c'est que privé. Oui. Donc, qui dit privé, dit actionnaire, dit conflit d'intérêts, dit plein de choses, en fait. Et donc, il faut un effort énorme de la part des dirigeants des écoles pour justement arriver à mettre en avant. Il y a énormément d'écoles d'ostéo, ils n'en ont rien à foutre de la recherche. Ils mettent zéro budget dans la recherche. Je pense, et c'est vrai que le côté universitaire permet justement d'avoir peut-être accès à des labos et la possibilité plus facile de faire. Oui, à l'université, quand tu es enseignant, tu es en même temps chercheur. Tu dois lire, tu dois publier, tu dois te mettre à jour. Quand tu n'as pas cette obligation, tu réenseignes juste ce qu'on t'a enseigné dans tes années précédentes. Et bon nombre de profs que j'ai croisés dans des écoles d'ostéo, ils reprennent les cours d'avant des profs, ils changent quasiment rien ou juste une virgule et 3 points, et puis ils déballent comme des super étudiants le discours du prof qu'ils ont eu en fait. C'est vrai que moi, ce que j'ai souvenir de l'école que j'avais faite, il y avait une espèce de... Alors, je ne sais pas si le terme respect est adapté, mais en tout cas, il y avait une espèce de reconnaissance, comme si c'est une transmission un peu verticale, maître à élève, et je me souviens même, il y avait une épreuve de philosophie de l'ostéopathie qu'il fallait qu'on valide pour passer, où c'était une épreuve un peu historique. Alors, je veux bien que ce soit intéressant, l'histoire de la profession, mais il y avait vraiment cette imprégnation très profonde du respect des aînés, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais ça, c'est ce qu'on voit dans toute secte ou dans toute église, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un dogme, tu suis le dogme, et celui qui est détenteur du dogme, tu le respectes, tu redis le dogme qu'il t'a donné. Donc ça, c'est un mécanisme, c'est un mécanisme de gourou, en fait. Et c'est comme ça que c'est une partie de la transmission du savoir a été faite comme ça, en fait. Et puis heureusement, ça change maintenant. Et voilà, ça change. Et très honnêtement, il y a quelques écoles, il y en a pas beaucoup en France, mais il y a quelques écoles, elles ont rien à envier du tout aux établissements d'enseignement de kiné. Parce que les étudiants ont de l'analyse critique, ils produisent, et probablement que ces écoles produisaient déjà des mémoires sous format INRAD bien avant les instituts de kiné, produisaient de la recherche. Aujourd'hui, ils sont formés aux neurosciences de la douleur, ils sont formés au modèle biopsychosocial, ils sont quand ils rentrent en 4e et 5e année, ils ont plus de 200 heures de clinique en 1-1, donc ils ont un vrai... c'est-à-dire qu'ils traitent plus de 200 heures de clinique Et avec ça, ils savent ce que c'est qu'une douleur nociceptive, nociplastique, neuropathique, ils connaissent les mécanismes, ils connaissent les facteurs de risque psychosociaux, et ils connaissent ce que produit la thérapie manuelle, en fait. Et donc, en fait, ça en fait des praticiens de première intention qui sont super bien formés. Et voilà. Donc maintenant, c'est pas la majeure partie des écoles. Ça fait du bien de t'entendre justement, parce que moi, ça modifie la représentation que j'avais, qui était erronée en fait. Parce que on voit toujours aussi, parce que les gens autour de moi qui gravitent autour de moi et qui étaient dans l'école que j'ai suivie, étaient vraiment sur un autre paradigme, hein, clairement. Alors, je parle de la formation initiale. Parce qu'effectivement, la formation continue, ça, j'en connais très peu en fait qui font ça. En fait. Et en formation continue, je connais pas bien la formation continue. Et effectivement, les kinés qui sont formés en ostéo sont arrivés dans des écoles de formation continue qui étaient uniquement basées que sur le dogme, essentiellement. Et en fait, ils ont quitté un dogme pour rentrer dans un autre. Alors, ça tombe bien, tu parles des kinés ostéo.
je voulais apporter ce sujet-là parce il peut y avoir des crispations parfois, en tout cas sur les réseaux sociaux que je suis, sur justement ostéo, kiné ostéo, ostéo exclusif, etc. Euh, Selon toi, est-ce que ce sujet est polémique ou pas, le fait qu'on puisse être ostéo-kiné? Est-ce que ça te paraît possible? Est-ce que c'est polémique? Est-ce que tu comprends pourquoi de temps en temps ça peut cristalliser les, durcir les discussions? Euh, alors, polémique, pour ceux qui aiment polémiquer, moi je suis pas un fan de polémique sur ce genre de sujet. J'aime tout le monde. Je pense que c'est de dire le problème, c'est qu'on est en train de définir des professions, ostéo, kiné, kiné-ostéo, et en fait, je pense qu'il faut plutôt parler en termes de compétences plutôt qu'en termes de profession, Mm. parce que si on se situe au niveau du patient, c'est le plus important. Mm. Si l'intérêt du patient, il parle de compétences et non de métier. Mm. Et je pense que on se dise ostéo-kiné ou ostéo-exclusif, c'est juste une histoire de compétences. Les kinés n'ont pas les mêmes compétences que les ostéos. Et après, le kiné qui a fait une formation d'ostéo, je comprends très bien parce que moi tous mes profs ostéo quand j'étais à l'école, c'est des anciens kinés qui étaient déçus de ce que leur apportait la kiné pour prendre en charge les gens. Et donc ça leur a apporté des trucs parce qu'ils se sont dit tiens on arrive à faire d'autres trucs. Et aujourd'hui, en plus le statut du kiné il est pas fun en France. Enfin, j'ai envie de dire vous êtes sous-payé, vous n'avez pas la première intention, vous êtes gouverné par les médecins. Enfin, sauf si maintenant je crois que c'est pour la lombalgie aiguë, vous avez le droit de voir en première Il y a intention ou l'entorse de des cheville, enfin les deux, évolutions, je crois, c'est ça. il y a quelques Ça fait évolutions. pas beaucoup. Mm. Voilà. Donc, je comprends très bien, moi, qu'un kiné se dise, c'est bon, je connais beaucoup plus de trucs, et d'un point de vue sociétal, ça me donne une position où je vais recevoir les gens en première intention et je vais savoir les gérer mieux que le médecin généraliste du coin ou que le rhumatologue. Donc, voilà. Après, je pense que ça peut être un peu compliqué en termes d'effet contextuel d'une consultation quand on a la double casquette kiné-ostéo, qu'on fait en même temps de la kiné et de l'ostéo dans un cabinet. Si moi j'étais kiné-ostéo, je pense que j'aurais un cabinet de kiné à un côté de la ville, un cabinet d'ostéo de l'autre côté de la ville, et j'aurais un pote qui fait l'inverse. Donc je partagerais le loyer, quoi. Mm. Et mon pote kiné m'enverrait en ostéo si j'avais besoin, etc. Enfin, voilà. Ce que mon cousin a fait quand il était en France, maintenant il est ostéo en Afrique du Sud, et ça marchait vraiment très bien. Je pense qu'il faut vraiment, parce que la société, à tort hein, peut-être, nous a pas donné le même statut, et que dans l'inconscient collectif des gens, l'ostéo, bah, c'est le médecin qui soigne avec les mains. Et souvent, enfin peut-être toi tu as dû déjà recevoir des patients qui disent bon mon ostéo m'a dit de vous remettre il m'a remis le bassin, maintenant vous pouvez faire de la rééducation. Je pense que tu as déjà dû Ah, bien l'entendre, sûr, bien parce que moi sûr. j'ai des potes kinés qui me Bien disent sûr, voilà. bien sûr. Et donc voilà. Donc je pense que je comprends très bien un kiné qui se dit j'ai envie d'avoir le titre d'ostéo. Donc voilà. Maintenant, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à avoir cette double casquette vis-à-vis du patient. Mais sinon, on fait le même métier en fait. Enfin, on partage une compétence commune quand on Oui. traite la douleur. Et du coup, alors c'est une question, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, parce que c'est difficile de répondre à cette question-là, mais du coup, pour toi, c'est quoi une séance, on va dire, typique, classique d'ostéopathie? Qu'est-ce que tu mets dedans? euh, Qu'on sache de quoi on parle. Qu'est-ce que je mets dans une séance d'ostéopathie? Ouais, c'est quoi pour toi? Je vais. Pour moi, c'est quoi une séance d'ostéopathie? Comme dirait Edouard Baird, je crois que c'est une rencontre d'abord. Si, c'est une rencontre avec une personne qui souffre. Mhm. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est un partenariat. C'est un partenariat pour débloquer une situation Mhm. et puis pour pouvoir redonner des outils au patient pour qu'il améliore sa qualité de vie. Et dans cette séance, je pense que le toucher et la parole sont des outils indispensables pour donner du sens à la situation. Voilà Ah, ce que du c'est coup, pour moi une séance. Alors après, si tu veux plus concrètement, moi du coup, je fais beaucoup de thérapie cognitive et fonctionnelle, donc mhm. mes séances sont longues, elles durent minimum 1 heure. Quand c'est des cas très complexes, elles peuvent durer 1 heure et demie, parce que j'ai aussi l'inconvénient de pas faire revenir tous les gens. Enfin, en fait, la société ne me donne pas la possibilité de voir les gens toutes les semaines, Mhm. donc j'ai organisé ces séances. Donc,
avec une partie qui est très longue d'interrogatoire pour aller fouiller tout. Une partie assez longue d'examen physique, et puis après on regarde à la fin, après avoir trouvé des solutions, on regarde si le patient veut ou sent le besoin de thérapie manuelle. D'accord. Et du coup, alors, je vais poser la question autrement. Selon toi, hein, avec ton ressenti, ton histoire, quelle différence tu vois avec ce que tu t'imagines être une séance de kiné? Qu'est-ce qui fait qu'on a des compétences différentes? Alors, pour gérer la douleur, je pense qu'on partage les mêmes compétences. C'est juste une façon un peu différente de le faire. Enfin, on parfume nos. Après, on peut partir dans la philosophie, en fait. Si c'est juste une philosophie entre biomédical et biopsychosocial. Mais pour moi, en termes de compétences, on a les mêmes compétences en gestion de douleur. D'accord. La seule différence, c'est qu'on n'a pas la même modalité, puisque vous pouvez voir les gens toutes les semaines. Oui, c'est vrai. Vous avez des sessions d'une demi-heure. Et nous, on a des sessions pas d'une demi-heure et on peut pas faire revenir les gens 10 fois. Donc, on doit débloquer la situation différemment. C'est peut-être la différence que je verrais entre kiné et ostéo. Ce qui m'arrange bien, qu'il y ait des gens qui puissent voir les gens toutes les semaines, puisque quand sur des situations compliquées, moi j'envoie des kinés qui savent traiter, enfin qui savent gérer la douleur. En tout cas pour voilà. Ou même quand je prends en charge des conflits disco-radiculaires et que je vois que par exemple il y a une préférence directionnelle et que c'est finalement que de la douleur nociceptive mais que comme il y a des facteurs de catastrophisme, ça serait bien que mon patient il ait quand même un accompagnement toutes les semaines. Et je l'adresse à quelqu'un qui fait du MDT, par exemple. Donc, en fait, en fonction des situations, j'ai mon réseau avec qui je travaille. Okay. Donc, voilà, en gros. Et puis, il y a des fois, c'est bien de faire des partenariats aussi pour gérer un patient. Quand il y a un médecin qui chie ou un rhumato qui chie, ou justement, moi, je prends du coup la casquette je vais mettre des grosses guillemets, du médecin thérapeute manuel, qui va donner mon avis ou mon expertise parce que le kiné il galère avec un médecin qui lui sape son boulot. À ce moment-là, le kiné il l'envoie, il dit voilà, je voudrais avoir une deuxième expertise, et bien évidemment nos expertises convergent on manipule le patient à deux en fait pour son bien-être. Ouais, je vois bien l'idée. D'accord, c'est vraiment intéressant de t'entendre parce que je me dis qu'il y a beaucoup de choses en commun et finalement c'est peut-être simplement on va dire des modalités d'exercice qui font qu'on a une approche différente. Et comme tu dis, le fait de pouvoir voir les gens, ce qui peut être à la fois une qualité, un handicap, de voir les gens de manière unique, je pense que ça change tout ça change de tout au tout la distribution des rôles en fait. Que nous on les voit de manière plus régulière, mais du coup moins longtemps, du fait que c'est vrai que comme tu dis on est sous-payé. Ça module, je pense, vraiment la prise en charge. Oui. Et puis après, vous avez d'autres compétences qu'on n'a pas. Et tout ce qui est réhabilitation, on ne sait pas faire. Et moi, quand j'ai une tendinopathie, mais je m'ennuie même pas. Enfin, sauf si c'est pas une vraie tendinopathie et que d'un point de vue, on arrive à déverrouiller le problème tout seul. Mais s'il y a besoin de réhabilitation sur une vraie tendinopathie avec la mise en charge, etc., mais j'adresse chez les gens qui savent faire. En fait. Donc voilà, vous avez vraiment plus de compétences qu'un ostéopathe. Nous, on a d'autres compétences. Nous, on a une compétence que vous avez peut-être un peu moins. C'est tout ce qui est en termes de les symptômes médicaux non expliqués. D'accord. Ce qu'on appelle les MUS en anglais, la Medically Unexplained Symptoms. Comme nous, enfin, on fait un peu ce genre de choses, les maux de ventre, les maux de tête ou les dents qui grincent, le serrage de dents, etc. Vous avez tranché ça par spécialité, alors que nous, on a réuni un peu ça sous un truc un peu global. Et de temps en temps, ça plaît bien aux gens d'avoir un truc un peu global, de prise en charge globale sur le stress, sur le machin, sur tout ça. Donc, on a pas mal ce genre de patients. Bien sûr. Ok, super. Si on se tourne un petit peu vers l'avenir, toi, de ton point de vue, est-ce que tu penses que ta profession... moi, j'ai l'impression que la profession a pas mal changé depuis les années 2000 au niveau de la kiné. Je ne sais pas ce qu'il en est pareil au niveau de l'ostéopathie. Est-ce qu'il s'est passé la même chose pour toi en France, tout du moins, et à l'avenir, au niveau français, est-ce que tu vois des changements qui se profilent ? Alors, je suis pas du tout dans la politique et les associations socio-professionnelles, donc je pourrais pas te dire si je vois des changements qui se profilent. J'aime être optimiste, donc
j'espère. En fait, je peux le dire au niveau de la formation initiale parce que je vois de plus en plus d'établissements qui commencent à se mettre au diapason. D'accord. Et comme j'interviens de temps en temps dans des congrès, ou que je discute, ou que je vais même de temps en temps donner faire des interventions aux profs dans certaines écoles, je vois le niveau qui change des écoles. Je dis des écoles dans lesquelles je vais en fait. Et donc il y a quand même. Maintenant, je me souviens plus combien il y a d'écoles d'ostéo en France. Ça va être ma question. Est-ce qu'il y en a Ben, je sais 70? pas. Je sais quand. Ben, il y en a eu 70 à un moment, mais je pense que ça a dû réduire, je pense. Et je pense qu'en France, je dirais qu'il y a moins d'une dizaine d'écoles qui sont vraiment de très bon niveau. Après, tout le reste, vu comment ça s'est monté, je doute que ce soit à un bon niveau, mais comme j'ai jamais mis les pieds, je peux pas donner mon avis. Voilà, donc c'est qu'une hypothèse. Et puis quand je rencontre des ostéos qui viennent de telle ou telle école, je vois un peu comment on dit, les lacunes en fait de l'enseignement. Donc voilà, je pense qu'il y a moins de 10 écoles en France qui commencent à faire du bon boulot. Il y en a peut-être 3 qui font du très 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 bon boulot. Du coup, tu penses qu'on va vers une pratique basée sur l'épreuve en ostéopathie, une généralisation, tout du moins? Bah, en tout cas, elle existe déjà dans le monde anglo-saxon, en fait, cette pratique. Hein. Enfin, ça publie beaucoup et à tel point que tu vois, là, mon pote Jerry là, faisait un webinaire sur les remote consultations, sur les consultations à distance. Il en a fait un autre là sur la lecture critique d'articles pour quand tu es au cabinet. Et en fait, moi, de temps en temps, je suis modulateur où je vois les gens qui s'inscrivent et en fait, ben, je vois des kinés qui s'inscrivent aussi. Donc en fait, de plus en plus, on est en train de créer une communauté de professionnels qui partageons des compétences communes et qui avons un discours commun. Et donc, je pense que ça va aller de plus en plus. La première fois que j'avais vu ça, moi, je le vois régulièrement parce que mais toutes les formations continues que je fais quand moi je vais prendre des cours, je les fais essentiellement dans les pays anglo-saxons. Et j'ai jamais eu aucun souci d'interaction avec des physios. Et tu vois dans ces séminaires, tu as des physios, des chiros, des ostéos, et on parle tous le même langage. Et là, en France, on le voit de plus en plus là, sur les réseaux sociaux. On commence à créer des communautés de gens qui partagent des compétences communes et qui parlent un même discours. Et tu vois, je pense que je pense qu'il y a eu des problèmes justement à une époque et des crispations parce que au niveau des modèles théoriques, il y avait il y avait des accros entre effectivement la kinésithérapie et l'ostéopathie. Et en t'entendant, je ne peux qu'aller dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'on converge sur tellement de choses dans le discours que ça ne peut être que des discussions qui sont constructives. Enfin, je vois pas comment on pourrait. Mais je suis pas sûr qu'il y a 15 ans en France, c'était comme ça, tu vois. Ah mais non, mais après je pense que vous avez aussi les mêmes problématiques que les nôtres, c'est-à-dire vous avez des vieux tromblons chez vous qui sont sur les anciennes modalités et les anciens modèles, et c'est pour ça en fait, c'est que là on s'auto-congratule dans un cercle fermé. C'est sûr. Quand je discute avec mes potes kinés, on se dit oui, et quand mes potes kinés me disent ah putain j'avais pas ça, j'imaginais que les ostéos c'était autre chose. Ben, moi, j'imaginais avant que les kinés c'était autre chose, jusqu'à ce que je rencontre des kinés qui lisent les mêmes articles, qui suivent les mêmes modèles, et finalement, en fait, à la fin, on arrive à s'entendre sur les modalités de travail et sur les compétences communes et les différentes compétences. Ok, tu as des projets pour la suite, du coup? Là, j'ai un projet à court terme, très court terme, puisque qui est en cours, mais qui est à court terme, c'est que là, on est dans la correction de l'article d'un des plus grands essais randomisés contrôlés qu'on a fait à l'hôpital Cochin. Là, on avait commencé en 2012. Donc là, les résultats, enfin voilà, l'article est écrit, on est en train de le corriger. Sur quoi? Sur l'efficacité. En fait, c'était la comparaison de 2 thérapies manuelles sur la lombalgie subaiguë ou chronique, subaiguë ou chronique. D'accord. Super. Et donc, en fait, on avait fait. Donc, en fait, en gros, c'est un traitement ostéopathique, OMT, Osteopathic Manipulative Treatment, et un sham, qui était vendu aux patients comme de la thérapie manuelle, qui était du light touch. Tu peux juste donner la traduction française de sham, parce que je pense que les gens vont pas comprendre. C'est un placebo de traitement manuel. Enfin, on fait semblant
Et, euh, et donc là, on est en train de corriger l'article et on va le soumettre. Donc ça, c'est mon projet à court terme. Et on est en plein dedans. Donc voilà. Et donc voilà, donc ça c'est à court terme. Et puis à long terme, ben, j'aimerais peut-être. Là, j'avais fait venir au CFPCO Vogel et Kerry, Steve Vogel qui est ostéopathe, qui est pas directeur adjoint, si peut-être directeur adjoint de la fac. Là. Je sais pas comment on dit ça en français. Et Roger Kerry, que tu dois connaître. Roger Kerry, c'est un physiothérapeute spécialisé dans tous les troubles hémodynamiques. Toutes les articles que tu as lus voilà, et eux ont organisé un séminaire commun justement pour montrer que les deux peuvent enseigner ensemble sur des sujets qui nous rassemblent. Et c'est pas impossible que le séminaire que je donne de temps en temps aux ostéos, de temps en temps aux kinés, ben j'essaye de le monter peut-être avec un kiné pour en faire un truc un peu commun aussi justement, pour faire ces échanges interdisciplinaires lors des formations. Ah, je pense que ce serait très intéressant. Pour créer cette communauté, justement. Ça fait de beaux projets. Et du coup, je finis toujours mes interviews avec deux questions, toujours les mêmes. C'est la question de la baguette magique. Tu peux revenir en arrière. Baguette magique, je te donne une baguette magique, tu peux revenir en arrière. Et je pose deux questions. Est-ce que tu changes quelque chose sur ton parcours professionnel et quoi ? Et qu'est-ce que tu changes sur les décisions prises par la profession en général ? Si tu avais cette baguette. Alors déjà, je crois pas à la magie. Donc voilà. Et si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait, j'en serais peut-être pas là où j'en suis. Donc je voudrais pas forcément tout changer. Changer un truc. Mais si, bah ouais, mais du coup, j'aurais pas rencontré ma femme. Enfin, tu vois, j'aurais pas mis en place. Je vivrais pas sur mon bateau. Enfin, tous ces trucs-là, quoi. Donc c'est toujours compliqué de se dire qu'on doit changer un truc dans sa vie. Professionnellement. Ouais. Si j'avais été plus éclairé, je serais peut-être parti à Perth faire mes études de thérapie manuelle. Voilà, peut-être. Et au niveau de la profession en général, est-ce qu'il y a quelque chose, tu penses, qui aurait pu être fait ? Ta profession ? Ah bah oui, alors pour le coup, il y aurait s'il fallait, il faudrait que oui. Alors si j'avais une baguette magique dans la profession, oui, je ferais beaucoup de choses. Déjà, j'aurais universitarisé les écoles, les études. Un peu comme ce qui s'est passé avec le rapport Flexner aux États-Unis le siècle dernier. J'aurais dit les écoles d'ostéo, c'est université et c'est tout. Ça aurait été vraiment, je pense, c'est vrai que ça aurait pu. Nous, on est en plein dedans là, on est en train de rentrer à l'université et puis par des disciplines universitaires qui vont être créées. Et je pense que c'est vraiment une avancée majeure pour le développement professionnel. Mais tu vois, il y a beaucoup de confrères et de consoeurs qui sont pas déconnectés, mais disons qui sont pas au fait de ça et qui comprennent pas que ça peut être justement hyper salutaire pour une profession, quoi. Ouais. Oui, tu prêches un converti. Ah bah oui, j'imagine, je vois bien qu'on a une position qui est très proche en fait. Écoute, c'est ça, on s'est auto-congratulé pendant l'interview. Très agréable de s'auto-congratuler comme ça. Ça fait du bien en situation de confinement. Du coup, écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu m'as dit ? Non, je te remercie de m'avoir fait passer un très bon moment. Voilà, c'est le seul truc que je rajoute. Voilà, c'était très sympa. Moment partagé. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain interview. À très bientôt.